La production qui suit a pour but de fournir des informations justes et exactes en ce qui concerne le sujet traité. Toutefois, il faut prendre compte des variables qu'entraîne l'application de ces règlements sur le lieu de travail qui ne peuvent être toutes traitées dans ce document abrégé. Par conséquent, des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être requises dans certaines circonstances particulières. La silicose est un problème de santé au travail depuis des siècles pour ceux œuvrant dans les mines, les carrières, les fonderies, les chantiers de maçonnerie et tout autre secteur dans le cadre duquel la poussière de silice cristalline est produite. La silicose a été identifiée pour la première fois en 1705 par l'Italien Bernardino Ramazzini, considéré comme le père de la médecine au travail et industrielle, qui remarqua des substances sableuses dans les poumons des tailleurs de pierre. Tandis que le taillage de pierre se faisait généralement à la main à l'époque de Ramazzini, les incidences de silicose ont augmenté rapidement avec l'avènement de l'industrialisation, comme on peut le constater grâce à ces anciens films réalisés par le département du travail des États-Unis, le US Department of Labor. Aujourd'hui, la silicose, souvent invalidante et débilitante, est la maladie professionnelle pulmonaire la plus courante mondialement. La silicose est surtout fréquente dans les pays en voie de développement où des technologies modernes de contrôle ne sont pas encore répandues, ce qui affecte des millions de travailleurs. De la santé et l'Organisation internationale du travail, qui ont tenu un sommet sur l'élimination de la silicose en 2003, voici quelques statistiques pour certains pays industrialisés. Aux États-Unis, 1,7 million de travailleurs sont soumis à une exposition professionnelle à des poussières de silice cristalline et environ 10% d'entre eux développeront une silicose. Dans les années 90, en Allemagne, 3000 nouveaux cas sont diagnostiqués annuellement. Au Japon, 1000 nouveaux cas sont recensés annuellement. En Australie, plus de 1000 cas sont prédits par année. En France, il y a environ 300 nouveaux cas diagnostiqués annuellement. Dans les pays en voie de développement, il existe une épidémie de silicose. En 2002, 10 millions de personnes ont été exposées en Chine et 5000 décès ont été recensés. Entre 1991 et 1995, la Chine a enregistré environ 24 000 décès de silicose pour chaque année. Au Brésil, un important producteur de pierre, 6,6 millions de travailleurs ont été exposés à des poussières de silice cristalline. En Afrique du Sud, 600 000 cas ont été recensés parmi des mineurs. Malgré sa prévalence, la silicose peut être évitée grâce à certaines mesures de prévention que les entreprises et leurs employés peuvent adopter pour limiter l'exposition à des poussières contenant de la silice cristalline libre. Le Dr Peter Mason est un spécialiste dans le domaine de la médecine pulmonaire et de soins aux malades critiques pour la clinique de renommée internationale, la Cleveland Clinic. Il explique que la silicose se développe par l'inhalation de minuscules particules contenant de la silice cristalline libre. Ces particules rentrent dans les poumons, où elles s'installent et causent une inflammation pulmonaire. L'inflammation des poumons peut éventuellement engendrer des lésions graves dans les poumons, ce qui peut entraîner des difficultés respiratoires. Plusieurs personnes développent une silicose visible seulement sur une radiographie pulmonaire, et souvent les victimes ne présentent aucun symptôme. Toutefois, quand les symptômes commencent à se manifester, les plus communs sont une toux et un essoufflement. Le Dr Mason explique que la forme la plus courante de silicose requiert une exposition prolongée à des poussières contenant de la silice cristalline libre, qui est produite principalement dans l'industrie de la pierre naturelle, en taillant ou en broyant le granit, l'ardoise ou tout autre matériau contenant du quartz, sans équipement de protection personnelle ou des mesures de prévention adéquates. Il existe cependant des situations propices à une exposition à très court terme, mais à forte intensité, qui mènent au développement de la maladie beaucoup plus rapidement. À court terme ou à long terme, ceux qui développent des lésions dans leurs poumons peuvent devenir excessivement malades et développer un essoufflement qui peut limiter leur capacité à maintenir leur rythme de vie ou, dans le pire des cas, causer leur décès. Les symptômes de la silicose se manifestent selon le degré de la maladie, mais incluent en général fièvre, toux, perte de poids et d'appétit, problèmes de respiration, troubles du sommeil, douleurs pulmonaires et des ongles avec une teinte bleuâtre. Il existe 4 types de silicose. Chronique, qui d'après le Dr Mason peut se développer après 20 ans d'exposition. Asymptomatique, qui dans les premiers stades de la maladie, le patient ne présente aucun symptôme. Accéléré, qui se développe de 5 à 10 ans après un niveau élevé d'exposition à la poussière de silice. Les symptômes incluent un essoufflement grave, faiblesse et perte de poids.
La silicose aiguë se développe de quelques mois jusqu'à 2 ans après une exposition à des concentrations très élevées de poussière de silice, causant un essoufflement handicapant, une faiblesse et une perte de poids, symptômes entraînant souvent le décès. Malheureusement, il n'existe aucun remède pour la silicose. La meilleure thérapie est la prévention, ce qui consiste à éviter l'exposition. Puisqu'une fois que la forme agressive de la silicose se présente, les lésions dans les poumons s'aggravent et il n'existe pas de médicaments pour arrêter leur progression. Alors voilà un aperçu de cette maladie. La silicose est incurable, mais évitable. Et cela est le but de ce programme. C'est-à-dire de montrer aux propriétaires, aux gérants et aux ouvriers de l'industrie de pierres naturelles comment prévenir la silicose au travail, et ainsi éviter les handicaps et les décès. La prévention de la silicose dans l'industrie de la pierre, particulièrement dans les installations qui taillent le granit, l'ardoise ou tout autre matériau contenant du quartz, doit être un travail d'équipe. Évidemment, c'est la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires de fournir les systèmes nécessaires qui retirent la poussière de silice de l'air, ainsi que l'équipement de protection personnelle pour les ouvriers qui opèrent la machinerie de taille et de formage dans l'atelier et qui s'occupent des opérations de finition à la main. En même temps, les associés qui exploitent cet équipement ont la responsabilité, pour leur propre sécurité, d'utiliser ces appareils de sécurité selon les directives. Il est évident que dans le meilleur des mondes, l'éradication de la silicose serait possible en éliminant la poussière de silice cristalline invisible à l'œil nu. Cependant, cette solution n'est pas encore atteignable. Malgré des progrès louables vers ce but de la part de l'industrie et de ses vendeurs, il reste beaucoup de chemin à parcourir. En ce moment, les méthodes les plus efficaces pour réduire la poussière de silice sont la coupe à l'eau et le broyage humide. Depuis quelques années, la coupe à l'eau et le broyage humide prennent de l'ampleur. À titre d'exemple, selon un sondage des fabricants membres de l'Association américaine du marbre, la Marble Institute of America, 73% des répondants ont précisé que leurs ateliers étaient entre 90% et 100% humides. Un autre 8% ont précisé que leurs ateliers étaient entre 80 et 90% humides. La poussière résiduelle due à la coupe à l'eau ou au broyage humide peut être éliminée grâce à de nouveaux systèmes de traitement d'eau qui prélèvent la poussière de l'eau et la compressent en galettes pour une élimination éventuelle. Par la suite, le système recycle l'eau pour qu'elle soit réutilisée dans des opérations de taille, de broyage ou de polissage. Ces systèmes éliminent presque entièrement le déversement de déchets dans les réseaux d'égouts et puisqu'ils recyclent l'eau, ils réduisent la quantité d'eau consommée dans les usines. Il existe également des systèmes d'épuration de l'air qui extraient la poussière de silice de l'air et la déposent dans des cartouches jetables. Tout comme les systèmes de traitement d'eau, ces systèmes d'épuration de l'air peuvent être très efficaces. L'une ou l'autre de ces méthodes, soit la coupe à l'eau avec un système de traitement d'eau ou bien avec un système d'épuration de l'air, élimine presque en entièreté la menace de l'exposition à la silice cristalline libre. Aux États-Unis, l'organisation gouvernementale responsable de la sécurité et de la santé au travail, l'OSHA, a adopté plusieurs mesures pour contrer la silicose. Il y a plus de 10 ans, l'OSHA a mis en place un programme d'ampleur qui consiste à encourager l'application des mesures pour contrôler le taux de poussière de silice dans l'air dans les établissements où il y a de hauts risques d'exposition à la silice cristalline. Bill Perry est l'administrateur intérimaire des normes et conseils au bureau siège de l'OSHA à Washington, D.C. Malheureusement, il n'existe aucun programme de surveillance nationale pour le contrôle des cas de silicose ou autres maladies reliées à l'exposition à la silice cristalline. Quelques États ont cependant adopté des programmes de surveillance et d'après une étude récente basée sur cette information, il y a entre 3500 et 7000 nouveaux cas de silicose recensés annuellement dans tous les secteurs de l'industrie. En accord avec les normes de l'OSHA pour les contaminants dans l'air, l'exposition des employés à la silice cristalline libre ne devrait pas dépasser une moyenne limite pondérée dans le temps de 8 heures. Ou, si un programme de l'OSHA administré par un État est en vigueur, la limite fixée par celui-ci sera retenue. Perry dit qu'il y a quelques centaines de décès par année aux États-Unis, où la silicose est identifiée comme cause initiale ou comme facteur contribuant. La norme de l'OSHA actuellement en vigueur, telle que décrite ci-haut, concerne la limite d'exposition à la poussière inhalable et contient de la silice cristalline. La poussière inhalable est composée de particules invisibles à l'œil nu. Ce sont ces particules qui peuvent pénétrer dans les poumons et causer la maladie. La limite est une formule qui est de 10 mg par mètre cube divisé par le pourcentage de quartz plus 2. Par exemple, si j'ai un matériau qui contient 8% de quartz, pour appliquer la formule, je vais diviser 10 fois par 8 et ajouter 2, ce qui donne 10 divisé par 10 ou bien 1 mg de poussière inhalable dans l'air.
Voilà ma limite d'exposition et je ne peux la dépasser. Si le contenu de quartz est de 48 %, la limite de poussière inhalable est de 0,2 mg par mètre cube. Humide ou sèche, Perry affirme qu'il existe uniquement une méthode pour déterminer le taux d'exposition à la silice. L'OSHA n'a actuellement pas d'obligation spécifique pour surveiller la qualité de l'air. Mais cette surveillance présente le seul moyen de s'assurer du respect des limites autorisées d'exposition à la silice cristalline. Le représentant de l'OSHA affirme catégoriquement qu'il est impossible de savoir quels employés sont exposés sans programme de surveillance, même dans les ateliers qui utilisent des méthodes majoritairement humides. Il précise que la méthode humide devrait réduire les niveaux de poussière comparativement au broyage et la coupe au sec. Mais il existe tout de même plusieurs facteurs qui influencent les niveaux qui vont résulter d'un processus en particulier. La manière dont l'eau est appliquée ainsi que son taux d'application pourrait influencer la quantité de poussière qui est mise en suspension pendant le processus. Si votre entreprise utilise un système de ventilation sec, il faut s'assurer que ce système est bien installé et qu'il aspire suffisamment d'air pour permettre de retirer et de filtrer la poussière de silice de l'air. En fin de compte, pour s'assurer d'une qualité d'air acceptable dans son atelier, il est nécessaire de mettre en place un système professionnel de surveillance de la qualité de l'air, que l'on utilise un processus sec ou humide. Plusieurs organisations de santé et de sécurité au travail offrent des vérifications de qualité d'air gratuitement. Si cela n'est pas disponible, il existe également plusieurs laboratoires privés qualifiés qui offrent ce même service. Quel que soit votre emplacement, aux États-Unis ou ailleurs, il est important d'utiliser la même méthode de surveillance de la qualité de l'air que le gouvernement. Il existe plusieurs méthodes, mais celle du gouvernement est obligatoire et fait règle de loi. De plus, quoi qu'il en soit de la méthode, l'hypothèse est puisqu'il n'existe pas de mesure établie, il y a un risque pour la santé. Le port d'un masque filtrant est donc nécessaire jusqu'à ce que la qualité d'air soit testée et que les niveaux d'exposition soient jugés sécuritaires. Dans le film de démonstration suivant, l'usine dans laquelle il est filmé avait déjà passé une inspection et des masques filtrants n'étaient plus requis. Pour la surveillance de la qualité de l'air, l'OSHA utilise un échantillonnage de la zone de respiration pour mesurer ce que les employés inhalent. Si personne ne travaille dans cet espace, la qualité de l'air nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est ce qui rentre dans les poumons des employés. Le processus de l'OSHA s'appelle échantillonnage inhalable. Des pompes d'échantillonnage personnel sont utilisées pour mesurer l'air où les gens travaillent. Cependant, avant de prendre l'échantillon, l'équipement doit être calibré en dehors de l'air où il sera utilisé. Cet ajustement permet de s'assurer que le moniteur aspire suffisamment d'air. Le moniteur personnel est nécessaire pour l'échantillonnage particulaire, mais peut aussi être utilisé pour mesurer des gaz et des vapeurs, tout dépendant du filtre utilisé. Les systèmes d'échantillonnage ont deux composantes. Une pompe d'échantillonnage personnel, qui est une petite pompe à vide alimentée par une pile, et un support de récupération, ou filtre, sur lequel la silice peut être recueillie. Deux genres de supports sont généralement utilisés en hygiène du travail, des tubes et des filtres sorbants d'échantillonnage. Des filtres sont nécessaires pour mesurer des particulaires comme la silice. De plus, puisque la norme de silice est basée sur la poussière inhalable, une troisième composante, dans ce cas-ci un cyclone, doit être ajoutée pour s'assurer que seulement la poussière inhalable soit recueillie par le filtre. La pompe est fixée sur la ceinture de l'ouvrier, soit derrière son dos ou bien au-dessus de sa hanche, à l'aide d'une agrafe à courroie sur la pompe. Le cyclone et le filtre soutenu par un support sont quant à eux fixés au col de la chemise dans l'air d'inhalation de l'ouvrier. Le support est relié à l'orifice d'aspiration grâce à un court tube de plastique qui passe derrière le dos de l'employé. La combinaison de la pompe, du cyclone et du filtre crée une chaîne d'échantillonnage. Une fois la pompe allumée, elle aspire l'air à travers le cyclone où la poussière plus lourde et non inhalable tombe. La poussière plus fine et légère, et donc inhalable, est recueillie sur le filtre de la même manière qu'un filtre à air dans une voiture recueille la poussière de la route. Les filtres qui sont très délicats ressemblent à des disques de plastique très minces, avec la consistance de papier mousseline. Ils sont placés dans des petites cassettes de plastique pour faciliter leur manipulation. Le cylindre comporte des ouvertures à ses deux bouts. Un des côtés est rattaché à la pompe à l'aide d'un tube en plastique, tandis que l'autre est attaché au cyclone. À la fin de la période d'échantillonnage, les ouvertures des bouts de la cassette sont scellées avec un bouchon et la cassette est envoyée au laboratoire pour analyse. L'échantillonnage avec filtre fournit aussi le volume d'air échantillonné au laboratoire. Cette quantité est déterminée par le débit d'air de la pompe, obtenu grâce à la calibration et la durée de la période d'échantillonnage.
Si vous travaillez dans un atelier qui utilise un système de contrôle de la qualité de l'air ou si vous travaillez dans un environnement exclusivement humide, une fois que la qualité de l'air est mesurée et se situe à des niveaux acceptables, une protection individuelle, comme un masque filtrant, n'est en général plus nécessaire. Cependant, la pratique courante nécessite des tests de surveillance réguliers, au moins une fois par année, pour s'assurer que la qualité de l'air demeure à des niveaux acceptables. Si vous avez un atelier humide, que vous utilisez l'eau telle qu'indiquée et que vous surveillez pour vous assurer que le niveau de silice dans l'air est en dessous des niveaux établis par l'OSHA pour la silice, alors le port de masque ne sera pas nécessaire. Si le système d'épuration de l'air ou de ventilation fonctionne adéquatement, il devrait contrôler les niveaux de silice et le port de masque ne sera plus nécessaire. Il est évident que des systèmes d'épuration de l'air et de traitement de l'eau deviennent indispensables pour la protection des employés et devraient être continuellement et attentivement inspectés pour s'assurer de leur bon fonctionnement. En plus de systèmes d'ampleur qui retirent la poussière des grandes sections d'une usine de fabrication, les vendeurs ont également développé plusieurs autres outils pour recueillir la poussière, comme des machines portatives qui peuvent être déplacées selon le besoin. Celles-ci sont particulièrement utiles dans des usines qui n'utilisent que très peu de coupe ou de polissage à sec. Il est très important, en vérifiant la qualité de l'air, de porter attention aux espaces réservés à cet équipement. Dans des ateliers secs ou partiellement humides, ou dans des usines où seulement certaines sections ont des systèmes d'épuration de l'air, certaines précautions devraient être adoptées pour minimiser le risque d'exposition à la silice cristalline. Porter des vêtements protecteurs jetables ou lavables sur le chantier, se laver et mettre des vêtements propres si possible avant de quitter l'atelier. Il ne faut pas rentrer chez soi avec cette poussière, puisqu'il faut tenter de limiter son exposition uniquement au lieu de travail et éviter d'exposer la maison et la famille. Nous conseillons donc aux employés de garder leurs vêtements de travail au travail et de se laver avant de partir à la fin de la journée. Il faut toujours porter un masque filtrant adéquat, tel qu'indiqué par votre employeur. Quand des masques filtrants sont utilisés, l'employeur doit établir un programme de protection respiratoire compréhensible, tel que requis par la norme établie par l'OSHA. Les éléments clés du programme devraient comprendre une vérification environnementale périodique, la sélection de masques filtrants approuvés par l'Institut national pour la santé et la sécurité au travail, la NIOSH, une évaluation de la capacité de l'ouvrier de travailler avec le masque filtrant, la vérification de l'entretien du masque filtrant, ainsi que la vérification, le nettoyage et l'entreposage de l'équipement de protection respiratoire. Afficher des panneaux d'avertissement pour bien délimiter les aires de travail qui excèdent les niveaux d'exposition permis, les PEL, et contaminés par la silice cristalline inhalable. Offrir une formation qui comprend de l'information concernant les effets sur la santé, les pratiques de travail et l'équipement de protection requis pour se protéger contre la silice cristalline. Ne pas manger, boire ou utiliser des produits de tabac dans des aires poussiéreuses. Se laver les mains et le visage avant de manger, de boire ou de fumer en dehors des aires poussiéreuses. Stationner les voitures où elles ne seront pas contaminées par la silice ou d'autres substances. De plus, un suivi médical devrait être offert à tous les employés qui pourraient être exposés à la silice cristalline inhalable. Ces examens devraient être faits avant le placement ou l'entrée dans l'industrie de pierres naturelles et devraient comprendre une radiographie ainsi qu'un examen du fonctionnement pulmonaire pour établir une ligne isoélectrique pour chaque employé. Des bilans de santé devraient être effectués aux 3 ans. Les ouvriers devraient signaler les problèmes d'ordre respiratoire immédiatement, surtout s'il s'agit d'une toux sèche chronique et des difficultés de respiration. Quand notre personnel va voir la silicose sur le lieu du travail, nous demandons toujours « Comment vous sentez-vous ? Est-ce qu'il y a un problème ?» Et une fois de temps en temps, quelqu'un répondra « Oui, je ressens des douleurs ici. J'ai des douleurs à l'estomac et à la poitrine. » Et nous les envoyons chez le médecin. Nous avons eu plusieurs cas où des employés avaient la silicose. Nous ne pouvons répéter assez souvent l'importance de protéger le lieu de travail et les employés contre la silice cristalline inhalable qui peut entraîner éventuellement la silicose. C'est une proposition très simple. Il n'existe aucun remède, mais avec un équipement adéquat, une formation, de la vigilance et une vérification continue, vous et votre atelier peuvent être débarrassés de ce fléau. C'est aussi simple que ça. Nous avons demandé à Nancy Newman de l'OSHA d'énumérer les 3 choses les plus importantes que les employés devraient toujours se rappeler dans la lutte contre la poussière de silice inhalable. Travaille avec la méthode humide, travaille avec la méthode humide et travaille avec la méthode humide. Voilà la meilleure prévention. Le film qui précède
et les renseignements contenus dans celui-ci constituent un communiqué d'intérêt public offert par l'Association américaine du marbre, Marble Institute of America Incorporate. Malgré le fait que les renseignements et l'information contenus dans ce film proviennent de sources que nous croyons autorisées, l'Association américaine du marbre ne garantit pas l'exactitude de l'information et des recommandations. L'association dénie également toute responsabilité pour toute perte ou dommage présumé d'être causé par l'application des recommandations ou de l'information contenue dans ce film.